Yabagangi, Yorwa, Abla, Nadangana, Nguloro, Moranga. Moi, je vais vous parler vous présenter cette collection de peintures contemporaines aborigènes. Et pour ce faire, bien entendu, je vais vous parler des aborigènes, de ce qu'ils étaient, de leurs valeurs, de leur manière de vivre, de leur rapport au monde. Et ce que je voudrais dire en préambule, c'est une chose que tout le monde sait mais qu'il est bon de rappeler, c'est que cette peinture contemporaine est l'héritière directe d'un graphisme qui plonge vraiment dans les millénaires passés, puisque les motifs que vous voyez représentés, les cercles, les lignes, les points, enfin bref, tous ces motifs qui sont dans l'art contemporain, on les retrouve dans les pétroglyphes, on les retrouve dans les peintures de roches, dans les objets anciens qui sont gravés par exemple. Et les plus anciennes traces de ces motifs ont 25 000 ans. Et dans le désert, il est fréquent de voir des sites à pétroglyphes qui ont 5 000 6 000 ans, voilà, et qui représentent, qui ont effectivement, qui sont construits avec ces motifs que vous voyez autour de vous. Donc voilà, c'est ce qui est un peu magique dans la peinture aborigène, c'est qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de rupture au cours des millénaires. Parce que vous me direz, bon ben nous aussi, on a Lascaux, 25 000 ans, bon voilà. Mais sauf que Lascaux, bon, on a perdu le lien, on ne sait pas pourquoi les peintres peignaient, ce que ça représentait pour eux. Alors les aborigènes n'ont pas ce problème parce qu'il n'y a jamais eu de rupture depuis des millénaires. Ils ont toujours, je dirais, c'est une façon de prier, c'est une façon d'honorer les ancêtres, d'être en lien avec la spiritualité, et c'est toujours la même aujourd'hui. Alors je voudrais dire aussi que la peinture est d'abord rituelle, et qu'elle est passée, je dirais que l'art contemporain est né en 71 au moment où on leur a donné des matériaux, mais que les rituels sont toujours pratiqués. De même que les initiations ont toujours lieu dans les communautés, les initiations de jeunes gens, et puis toutes les cérémonies, les grandes cérémonies, on honore les ancêtres, quels qu'ils soient, et voilà. Donc, si vous voulez, actuellement, un peintre, peut-être un peintre rituel à certains moments, et un peintre contemporain à d'autres. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous parler des aborigènes, puis je vous dirai bon, comment ils peignaient avant, justement, d'avoir la toile et l'acrylique. Et puis ensuite, je vais vous parler du temps du rêve, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette peinture prend son origine dans un seul grand chaudron magique, qui est le temps du rêve, le dreaming, c'est-à-dire le temps de la création, le temps sacré. Voilà, quel qu'il soit du nord comme ici, qu'il soit du centre ou de n'importe où, les aborigènes n'ont qu'une seule source d'inspiration pour leur peinture, pour leur chant, pour leur danse, pour leur cérémonie, c'est le temps du rêve. Je passerai un peu de temps sur le temps du rêve. J'essaierai de vous mettre en rapport concrètement avec les toiles qui sont là. Et ce que j'aimerais avoir, s'il vous plaît, c'est un verre. Voilà, alors pour commencer, je vais vous situer géographiquement. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais 80% des collections qui sont ici sont issues du désert central. Alors le désert central, ce que vous voyez sur cette carte, ce sont les territoires aborigènes, c'est-à-dire les territoires gérés par les communautés aborigènes avec leur police indépendante, leur conseil élu, et voilà, ils sont les maîtres chez eux, ce sont des terres qui leur ont été restituées. Bon, et le désert, c'est ça. Donc la majorité de la peinture vient de là. Ces deux écorces que vous voyez là viennent de la terre d'Arnhem. Alors là, c'est le nord. Et puis, il y a aussi, par-ci par-là, des toiles qui viennent des îles Tiwi, tout au nord, donc également Arnhem. Alors, quand c'est terre d'Arnhem, merci, ça veut dire que c'est de la terre naturelle. Que ce soit sur de l'écorce ou de la toile, ce sont encore des terres naturelles pilées, mélangées à des résines. Alors, vous me direz comment ça se fait que, bon, il n'y a que les aborigènes du centre et du nord qui peignent. Évidemment, il y avait des aborigènes partout en Australie et tous avaient un
une expression artistique, que ce soit chanter, danser, ritualiser, etc. Sauf que c'est ce peuple qui s'est trouvé donc isolé sur l'île continent depuis des milliers et des milliers d'années, a vu la fin de sa période heureuse, si je puis dire, en 1788, lorsque les Anglais donc, ont débarqué à Botany Bay, dans l'actuel Sydney. Et là, eh bien, très rapidement, la colonisation s'est installée. Alors il faut savoir que le sud de l'Australie jouit d'un climat tout à fait favorable, un peu méditerranéen, qui est tout à fait propice à la colonisation, à l'exploitation des terres. Donc très rapidement, les aborigènes qui étaient dans ces régions, qui étaient nombreux parce que c'était des terres arables capables de les nourrir, eh bien, ces aborigènes ont été repoussés, massacrés, mélangés, déportés, etc. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, je dirais qu'ils ont perdu eux aussi, un peu comme nous avec Lascaux, ils ont un peu perdu le lien avec leur spiritualité et leur tradition picturale. Donc la colonisation s'est mise à remonter une fois que les terres ont été attribuées, et puis on remontait dans le désert. Alors là, il n'y a que des kangourous, des lézards et des serpents, hein. Donc ça intéressait un peu moins quand même. Donc voilà, ces gens-là ont eu un répit de plusieurs siècles. Et donc, on peut considérer, mais les éleveurs ont fini quand même par arriver, élevage extensif dans le désert, voilà, on trouve des animaux. Et donc, ces tribus-là ont été tranquilles, entre guillemets, jusqu'à les dernières les années 60. 1962, ça a été la grande année où on a, je dirais, déporté et sédentarisé de force les peuples aborigènes du centre. La toute dernière tribu est sortie du désert en 1984. Donc, vous voyez, c'est pas... Alors, ça veut dire que les vieux, et on y a beaucoup de personnes âgées, là, enfin de peintres âgés, ça veut dire qu'ils sont nés à une époque où ils ne connaissaient pas la civilisation occidentale. Ils sont nés en situation de chasseurs-cueilleurs. Et c'était des peintres rituels qui, à un moment donné, ont été percutés en quelque sorte par notre colonisation et qui se sont mis, à un moment donné, pas tous, hein, parce que bon, sur 600 aborigènes, combien il y en a? Excusez-moi, j'ai un trou, je ne sais plus combien il y a d'aborigènes. 600 000. 600 000. Ouais, 600 000. Ouais. Voilà, sur 22 millions d'habitants. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui payent, je veux dire, commercialement. Mais ces gens-là, donc, qui étaient vraiment entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est des hommes préhistoriques, hein, puisque le néolithique n'avait pas encore eu lieu, et bien ces gens-là ont été propulsés, en quelque sorte, dans le 20e et le 21e siècle, comme ça, d'un coup. Donc il y a eu un saut quantique qui est absolument fantastique, puisque, voilà, vous avez des gens qui sont maintenant dans les grands musées du monde, et qui ont leur place vraiment dans l'art contemporain le plus en pointe, et qui sont des gens qui viennent du paléolithique. Voilà, donc ça c'est un peu la magie de l'art aborigène. Bien, je vais vous parler donc de comment ils vivaient avant que les Anglais ne les sédentarisent. Donc c'était, les aborigènes, on considère que depuis, donc ils étaient sur le continent depuis probablement plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein. Alors, les anthropologues considèrent que ça fait qu'ils sont là-bas depuis 50 000 ans. Eux considèrent qu'ils sont là-bas depuis la création du monde. Bon. Quoi qu'il en soit, ce sont des migrations qui sont arrivées en Australie il y a très 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 longtemps, à un moment où le niveau des océans était bas, donc il y avait un bras de mer relativement étroit entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, et donc ils sont rentrés sur ce territoire. Hein. C'était, je dirais, bien avant que nos propres ancêtres soient sortis d'Afrique. Hein. Donc, et puis après, le niveau des mers a remonté, et donc ils se sont retrouvés isolés sur l'île continent. Et c'est à cause de ça, je dirais, que leur tradition picturale, mais culturelle en général, a pu nous parvenir. Parce qu'ils n'ont jamais été, je dirais, modifiés par des migrations. Enfin, il y en a peut-être eu probablement quand même une ou deux au cours des millénaires, mais bon, c'est très peu. Et c'est quand même une culture qui a pu s'épanouir librement et sans influence extérieure. Donc, à ce moment-là, ils vivaient c'était des semi-nomades. C'est-à-dire que chaque ethnie avait son territoire et qu'ils nomadisaient par petits groupes de 30. Hein, c'était souvent une fratrie avec les anciens et les enfants.
et ils suivaient le gibier et les fruits sauvages. Ils ne possédaient rien, ils n'élevaient rien, ils ne cultivaient rien. Je le redis parce que c'est pas évident. Pour nous, qui mettons la valeur travail au-dessus de tout, les aborigènes ne travaillaient pas, et d'ailleurs ils continuent à ne pas vouloir travailler, parce que c'est leur culture. Donc ils n'élevaient rien, ils ne cultivaient rien, ils n'avaient pas d'animaux de bas, si bien qu'ils étaient très démunis. Hein, ils allaient nus, ils n'avaient pas d'objets matériels, si ce n'est quelques objets de chasse, outils de chasse et des outils et des choses d'ordre culturel. Et donc, c'est ce qui explique que quand les Anglais sont arrivés, ils les ont pris pour des quasi-animaux. Hein. Et cependant, ils avaient une richesse culturelle et une richesse spirituelle considérable. C'est-à-dire que leur mythe, leur savoir spirituel, leur relation au temps du rêve, au temps sacré, leur prend énormément de temps et d'énergie, et ils y consacrent, je pense, une partie de leur vie. Donc, ils sont tellement pointus là-dessus que Lévi-Strauss, qui les a connus à un moment donné, a dit d'eux qu'ils étaient les aristocrates du désert. Et dans sa bouche, ça voulait dire que c'était des gens qui ne possédaient, qui ne travaillaient pas, ou très peu, disons qu'ils chassaient un peu, ils cueillaient un peu, mais qui consacraient énormément de temps aux activités artistiques et à la spiritualité. Voilà, donc ils nomadisaient par petits groupes de 30, sauf une fois dans l'année, à la saison sèche, où avaient lieu les grands rassemblements de la saison sèche. Donc au moment où les points d'eau tarissent, on se regroupait autour des points d'eau permanents. Et à ce moment-là avaient lieu, je dirais, les mariages. Les mariages étaient arrangés, on échangeait les quelques biens matériels qu'on avait, par exemple des ceintures de cheveux, des coquilles nacrées voilà, qui venaient de la côte, de l'encre rouge pour les cérémonies, voilà, on échangeait ça. Et puis on échangeait aussi des biens spirituels. Alors nous, ça peut nous sembler bizarre, mais par exemple, ils échangeaient une cérémonie de réconciliation contre une cérémonie de guérison. C'est des rituels qui permettent de dépasser les conflits. Ce que nous on nomme les différentes formes artistiques, hein, c'est-à-dire une forme de théâtralité, du chant, de la danse, une forme de danse et bien sûr de la peinture. Et effectivement, on rejouait en quelque sorte l'histoire mythique de la création du territoire. Alors pour cela, on peignait le sol. Donc l'un des espaces à peindre, c'est le sol. Pour vous donner un exemple, une peinture comme ceci, par exemple, pouvait être peinte sur le sol. Voilà. Alors, on apprêtait le sol avec de la terre de termitière pour que ça soit bien lisse, puis on allait épiler l'ocre, et puis ensuite on traçait les sites sacrés. Après, je vous parlais de savoir, c'est que les cercles concentriques désignent des sites sacrés, c'est-à-dire qu'il y a l'idée du passage à travers le miroir. Hein, c'est une idée de profondeur et de passage du temps profane au temps sacré. Donc on lissait le sol et on peignait, et la cérémonie avait lieu dessus. Donc vous voyez déjà, on peint le sol sur le sol, et on représente le territoire sur le territoire. Alors l'art aborigène, c'est toujours tout en un comme ça. Et la personne qui peint, elle fait partie du territoire. Il y a une idée de fusion avec le territoire, ce qu'on peint et ce qu'on est. Voilà, donc ça, un des espaces cérémoniel, le sol. Bon, il y avait les objets sacrés, c'est-à-dire qu'on plantait un poteau et on le décorait. Ensuite, il y avait quelques objets rituels. On les peignait aussi ou on les gravait. Donc ça aussi, c'était un espace à peindre. Et puis, surtout, il y avait le corps. Alors le corps, on se peignait le corps avec les motifs claniques, hein, qui avaient trait d'ailleurs à l'histoire qu'on était en train de raconter sur le sol. Et il y avait un chant toujours, alors on chantait, le chant qui raconte les aventures des héros, et on peignait les motifs afférents sur son propre corps. Je vais prendre un petit livret là-bas derrière et je vais vous montrer une photo. Ah voilà, c'est bon, merci. Voilà, alors les femmes, il faut vous dire, se peignaient beaucoup, et se peignaient notamment les seins.
Voilà, donc ça, donc le corps femme. Voilà, donc on commence la cérémonie, on commence à chanter et on se peint mutuellement des motifs claniques. Voilà, donc l'un des espaces privilégiés, c'était donc le corps. Alors les hommes, eux, je n'ai pas de photos parce que les hommes sont très secrets et qu'on ne peut pas les prendre en photo. Mais les hommes, merci. Les hommes se construisaient des chapeaux très sophistiqués, des espèces de coiffes, et puis ils se dessinaient sur le corps, ils se peignaient aussi, et puis ils se collaient des duvets d'oiseaux, des choses décoratives comme ça pour faire toujours les mêmes motifs. Hein. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Il y a les gravures sur les rochers, il y a les rochers peints aussi, les grottes peintes. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont voyagé en Australie. Oui. Personne là, oui. Oui. Donc vous êtes allé à Ayers Rock? Non, je ne sais pas si j'étais, mais on a rapporté des peintures d'un. D'accord. Parce qu'à Ayers Rock, vous pouvez voir ce genre d'itinéraire. Hein. Alors ça, ce sont des itinéraires. Disons que là, le peintre, il a représenté symboliquement un peu l'entièreté de son territoire. C'est-à-dire avec tous les sites sacrés, qui sont des points d'eau en général parce qu'on est dans le désert, et que ça, c'est miraculeux par nature. Donc, ou alors ça peut être des grottes aussi, ou ça peut être aussi des arbres sacrés, mais en tout cas, il y a énormément sur son territoire de sites sacrés. Et ces sites sacrés sont reliés par ce qu'on appelle les dreaming tracks, c'est-à-dire les chemins du rêve. Ce sont les chemins que les ancêtres ont créés et qu'ils ont parcourus dans le temps du rêve. Et ces chemins qu'ont suivi les nomades tout le temps qu'ils ont été nomades. Voilà, ils ont suivi les chemins des ancêtres. Et donc ça, c'est en quelque sorte, je dirais, une image archétypale de ce qu'est la peinture aborigène. Hein, c'est l'image basique. Hein. Et l'idée de connexion est toujours présente. C'est-à-dire que les sites sont toujours connectés entre eux, mais les individus sont connectés entre eux, parce qu'ils ont des liens claniques, familiaux, ethniques. Et puis, voilà, il y a une idée, et les groupes aussi sont connectés entre eux. Le monde, pour les aborigènes, le monde est un. Donc voilà, il faut que tout soit en lien, et c'est comme un énorme mobile, et dès qu'on en touche un, tout bouge. Hein, donc tout le monde est responsable de tout le monde, et tous les éléments sont solidaires. I'm